de la radio Twampiane TV. C'est votre émission Débat Acti qui vous arrive. À la présentation, je suis Ndovia Mouvunga Floribert. Vous regardez écouter Twampiane TV, la chaîne de la parole libre et du débat constructif. Bienvenue dans ce Débat Acti, l'émission qui décrypte des grands enjeux politiques qui façonnent notre présence et notre présent et notre avenir. Sur ce plateau, nous avons des invités qui vont devoir se présenter. À ma gauche, nous avons... Je suis Pikalungero. Merci pour votre présence, Pikalungero. Rappelons que vous venez du mouvement citoyen GGEC, Génération Jeune Consciente. Alors, à ma droite, nous avons notre invité qui va devoir se présenter. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à tous nos téléspectateurs de nous suivre maintenant. Je suis Jean-Paul Soko, analyste et acteur politique congolais. Merci pour votre présence. Comme nous l'avons annoncé dans nos annonces, nous allons aujourd'hui tourner tout autour de la situation sécuritaire de la partie est du Nord Kivu, notamment la province du Nord Kivu. Sur la situation sécuritaire dans notre province, notamment avec la présence des rébellions M23, mais également les tueries que commet les ADF Nalou dans les territoires de Lubero, Beni et la province de l'Ituri, notamment dans les territoires d'Irumu. C'est sur cette question que nous allons devoir mettre nos analyses avec les invités ici présents sur ce plateau. Nous allons commencer par M. Jean-Paul Soko. Quelle analyse faites-vous par rapport à la situation sécuritaire dans notre province du Nord Kivu? Voilà, merci beaucoup pour la parole accordée. Je me sens très à l'aise de venir ici à TAC Jeune et parler de la situation sécuritaire dans notre pays. C'est une question de sécurité nationale. Et nous savons tous que nous sommes dans un pays à guerre depuis plus de 30 ans. Et quand je suis là, à ces plateaux, en train de discuter à propos de ces sujets, je me sens très bien parce que j'essaie d'apporter ma contribution afin de voir comment encore aider notre pays. Notre province fait face à des situations, à des guerres qui sont tout à fait différentes l'une de l'autre. De l'autre côté, d'un côté, nous avons le M23 qui est en train d'occuper illégalement les territoires de la République démocratique du Congo et soutenu par le Rwanda, bien entendu. Et pour pouvoir résoudre ce problème, il nous faut avoir en tout cas des idées historiques par rapport à ça, parce que l'M23 n'est pas venu aujourd'hui. Ils ont commencé d'abord par l'AFDEL, ils ont transformé AFDEL à CNDP de Laurent Nkunda, et en 2012 ils ont encore repris des armes et ils se sont appelés M23, soi-disant pour revendiquer leurs droits qui n'étaient pas respectés. Et je rappelle qu'en 2009, le gouvernement congolais sous la présidence de Joseph Kabila avait signé un accord avec l'M23, avec à l'époque les CNDP, pour pouvoir protéger prétendument les populations tutsis qui étaient marginalisées. En 2012, ils se sont dit ne pas être satisfaits des accords de 2009 plutôt. Voilà pourquoi ils se sont appelés M23, ça veut dire mouvement du 23 mars, donc 23 mars 2019, ils ont pris les armes et à l'issue de la prise des armes, nous avons vu la ville de Goma tomber et ça nous a créé des problèmes. Et on a vu comment les chers compatriotes, paix à son âme, les héros Mamadou Ndala s'est battu et grâce à lui, on a su mettre hors d'état de nuire les M23, on les a délogés de Goma et on les a vraiment expulsés du territoire congolais. Malheureusement pour la RDC, malgré cette victoire écrasante de l'armée, le président de l'époque, le gouvernement à l'époque a accepté encore d'aller faire des accords avec une rébellion qui était déjà défunte sur le plan militaire. Et en 2022, ils se sont réveillés encore, soi-disant pour revendiquer les mêmes causes, mais nous avons constaté une nuance. Ils ont
en tout cas essayer peu de faire une sorte d'extension de leurs revendications, à parler de défense des Baswahili. À un certain moment, ils commencent à parler de défense des Banyamulenge. Ils disent que les Banyamulenge sont marginalisés, alors qu'en RDC, toutes les communautés vivent très 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 bien. Alors, après avoir suivi tout ce qui s'est passé avec cette rébellion du M23, nous nous sommes rendus compte que pour pouvoir mettre fin à cette guerre, il faut d'abord comprendre la vraie cause de cette rébellion. Et nous avons eu la chance d'écouter les propos de Paul Kagame, tout d'abord début 2025, quand il disait que les frontières avaient été très mal tracées et qu'il voulait récupérer certaines de ces terres qui se trouveraient à la République démocratique du Congo. Cela nous a fait croire que, ce qu'il est en train de chercher, ça ne serait pas seulement la défense des populations Tutsi, ça serait plutôt les terres. Et en dehors de cela, récemment, on l'a encore écouté, quand il a déclaré que lui ne peut pas céder l'aéroport de Goma. Il a dit, moi, je ne peux pas donner l'aéroport de Goma tant que mes conditions ne seront pas respectées. Et pour maintenant venir confirmer notre idée, on a écouté l'ambassadeur rwandais aux États-Unis qui a confirmé qu'il y a des traits, des contacts, des responsabilités que les Rwandais est en train de prendre vis-à-vis du M23. Alors là, nous pouvons avouer sans l'ombre des doutes que le M23, c'est un mouvement rwandais qui est en train de défendre les intérêts rwandais et doit être traité comme tel, pas comme un mouvement congolais. Bien sûr que pour essayer un peu de congoliser ces mouvements, ils ont cherché quelques esprits faibles, notamment les Nanga et tous les autres Congolais qui ont adhéré dans ces mouvements, afin de pouvoir donner à cette rébellion une sorte de congolisation. Ils ont voulu que les gens puissent penser que c'est un mouvement congolais, en mettant comme tête d'affiche ces Congolais-là faibles d'esprit. Mais ici, je dois rappeler aux Rwandais, à tout le monde, que nous sommes en 2026, les mensonges ne passent plus. Nous savons tous que l'AFC 23 est en train d'exécuter une mission qui lui a été donnée par le Rwanda. Alors, pour pouvoir mettre fin au M23, c'est très facile. L'option idéale, c'est l'option militaire. C'est l'option militaire et nous rassurer que nous sommes très forts pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles. Je vais donner un exemple. Il y a eu un bombardement récemment à Uvira. Et après ces bombardements, on a vu les M23 se retirer. Mais je vais vous rassurer que les M23 s'étaient retirés. Pourquoi? Parce que beaucoup de leurs membres avaient été bombardés. Leurs membres, pas les moindres. D'autres étaient venus, certains étaient venus du Rwanda, d'autres étaient venus de Goma et partout, dans toutes ces zones qu'ils sont en train d'occuper. Ils ont été bombardés. Et après ces bombardements, ils ont eu très peur, à tel point qu'ils ont accepté eux-mêmes de se retirer par force. Donc ça prouve que nous sommes face à un adversaire qui ne comprend que le langage de la force. Voilà pourquoi je félicite nos jeunes gens qui ont pris les armes, les jeunes Ouazalendou. Je félicite également notre gouvernement qui a appuyé cette idée de pouvoir soutenir les jeunes gens qui sont en train de défendre la patrie sur les champs de bataille. Parce que la caution congolaise elle-même, à son article 64, stipule que quand l'intégrité territoriale est menacée, nous sommes tous obligés de défendre notre pays. Mais c'est Jean-Paul Soko. Et par tous les moyens. Et donc, oui, je suis très content que les Ouazalendou puissent exister et que l'armée soit en train de faire son travail. Et je voudrais que aussi tous nos services de sécurité puissent être activés pour imposer la paix par les armes. En vous écoutant, selon vos propos, pensez-vous que c'est l'option militaire est appropriée pour mettre fin à ces violences qui ont duré pendant des décennies? Il n'y a-t-il pas d'autres cadres ou d'autres moyens qu'on peut mettre en exergue pour complètement en finir avec? Parce que vous allez comprendre qu'il y a des liens avec l'économie de la région qui a une part des responsabilités ou soit qui est parmi des causes qui laissent à ce que cette situation de sécurité persiste depuis tant d'années dans notre province, surtout à l'est de la République.
Voilà. Pour résoudre cette situation de l'AFC-M23 et de l'évasion du Rwanda via son proxy, l'AFC-M23, en 80%, nous devons mettre à place un système de défense qui doit assurer que notre adversaire puisse avoir peur de nous et que s'il s'hasarde de nous attaquer, nous soyons à mesure de les mettre hors d'état de nuire. Donc là, j'ai dit 80%. Les 20% restants, je crois que là, on peut maintenant parler de la diplomatie. Je vous ai parlé bien récemment que Paul Kagame a avoué être le patron du M23. Même l'ambassadeur du Rwanda aux États-Unis l'a confirmé. C'est-à-dire, sur les plans diplomatiques, nous devons aussi montrer que nous ne sommes pas d'accord avec cette évasion en ne discutant plus avec l'M23 au niveau des Doha. Parce que je rappelle que le processus de Doha considère l'M23 comme un mouvement congolais. Pourtant, les autorités rwandaises, au plus haut degré, ont confirmé que l'M23 c'était leur mouvement. Et donc désormais, sur le plan diplomatique, nous pouvons arrêter les processus de Doha et faire en sorte que toute la planète comprenne que l'M23 c'est vraiment un mouvement rwandais. Alors, quelle chance donnez-vous à la diplomatie avec les accords de Doha, notamment avec les accords de Washington? Pensez-vous que vraiment ces accords-là, où soit la diplomatie va finalement agir et que cette situation va s'améliorer? Voilà. Vous savez pourquoi je suis en train de privilégier je suis en train de parler du fait qu'on devrait mettre fin au processus de Doha. C'est parce que nous sommes face à un pays pauvre dont l'économie est financée par les aides extérieures. C'est-à-dire, si on pouvait arrêter de discuter avec l'M23 et continuer à démontrer à la face du monde que c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser, tous les tuyaux là qui viennent de l'extérieur seront bouchés et l'économie rwandaise sera asphyxiée. Mais du moment où nous continuons à discuter avec l'M23, il y a plusieurs sanctions de l'Union européenne, des États-Unis et de bien d'autres pays qui tombent sur les cadres du M23 plutôt que de tomber sur le Rwanda lui-même. Donc le Rwanda essaie un peu d'esquiver les sanctions en mettant entre la RDC et lui son proxy, le M23, qui répond exactement aux ordres de Kigali. Et avec vraiment des prétextes, soi-disant qu'ils auraient établi des mesures de défense, c'est ce que Paul Kagame était en train de dire, qu'il a établi des mesures de défense à la République démocratique du Congo contre les FDLR. Mais on a vu ces gens se diriger vers Uvira dans le sud Kivu. Pensez-vous qu'il y a les FDLR dans le sud Kivu? Quand il parle des FDLR, et ici je dois rappeler que les FDLR ont combattu à 1994. Aujourd'hui, les FDLR, ils sont soit morts, soit à la retraite. Et donc ça, c'est vraiment un faux fouillant dont Paul Kagame se sert. Alors quand on lui a posé la question de savoir ce qu'il est en train de chercher à Uvira, parce que là, il n'y avait pas les FDLR. Historiquement, les FDLR s'étaient réfugiés dans les forêts au nord Kivu. Et là, il veut créer encore un autre prétexte. Parce que lui, il profite de la haine tribale, il commence à dire que non, nous venons défendre les populations Banyamulenge. Alors que les Banyamulenge vivent très bien avec les gens. Ce sont des Congolais, ils sont là-bas depuis très longtemps. Ils vivent très bien avec les gens. Mais lui, pour essayer un peu de trouver un prétexte d'envahir toute cette région-là, il dit qu'il vient défendre les Banyamulenge. Mais son seul objectif, c'est quoi? L'objectif principal, c'est la balkanisation de cette région-là. Et je dois vous rassurer que, par exemple, dans les territoires de Massissi, de Rutshuru, actuellement, on est en train d'observer un déversement des populations rwandaises. Pas seulement rwandophones, des populations rwandaises. Donc, des gens qui viennent du Rwanda, on vient les déverser dans ces territoires abandonnés par les populations. Et dans leur tête, c'est vouloir un jour organiser une sorte de référendum à l'issue duquel on va se retrouver avec un État indépendant à l'est de la République démocratique du Congo qui va se détacher du Grand Congo. C'est ça l'objectif de Paul Kagame. Et nous, on est au courant de ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que la pression doit être vraiment maximale. On doit se rassurer qu'on abandonne le processus de Doha, que le Rwanda porte à lui seul la charge de tout ce qui est en train de se passer et les conséquences de tout ce qui est en train de se passer. Et cela va permettre que nous soyons très forts diplomatiquement en acceptant de refuser, disons en refusant de négocier avec
l'M23 au niveau de Doha, parce que c'est déjà prouvé que c'est un mouvement rwandais. Ça veut dire Kagame, il joue juste double G. À Doha, il discute avec les gouvernements congolais via l'AFC M23. À Washington, il se présente maintenant comme État rwandais. Et à Washington, il fait certaines concessions dont il est sûr de récupérer au niveau de Doha. C'est-à-dire, nous sommes face à un ennemi qui est en train de faire un double G. Et nous, on ne doit pas vraiment être naïfs. Ce que nous devons faire pour l'instant, c'est mettre fin aux accords de Washington, disons au processus de Doha, et se concentrer uniquement sur la mise à place et le respect des accords de Washington. Ça va permettre de vouloir se retirer de ces narratifs-là des Rwandais qui veulent nous faire croire que l'M23 c'est vraiment un mouvement rwandais, un mouvement congolais, alors que c'est vraiment un mouvement rwandais. Monsieur Japalostoko, merci pour vos propos. Et revenons sur la situation des ADF. Voilà. Alors, parce que ce sont des guerres qui sont différentes. En tout cas, pour les ADF, c'est un mouvement on ne connaît pas ses revendications. Et sa façon de combattre, il s'attaque plus à la population qu'aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, nous, on aimerait savoir quels sont les dispositifs, les moyens que notre gouvernement doit mettre en place pour finir avec ces deux conflits, notamment avec les ADF, parce que la population est plus victime avec les ADF qu'à l'M23. Donc, effectivement, partout il y a violation de nos territoires, massacre des populations. De la même manière qu'on est en train de compatir avec les populations de Rutshuru, de Beni, de Masisi, c'est de la même manière que l'on doit compatir avec les populations de Beni. Ces populations de Beni qui sont en train d'être massacrées depuis plus de 14 ans. Ils sont en train d'être massacrés par les présumés ADF Nalu. Et après nos recherches, nous nous sommes rendus compte que la plupart des gens qui sont massacrés dans les territoires de Beni, ils le sont juste parce qu'ils n'ont pas de moyens de défense qui sont proportionnels à la menace. Les ADF Nalu qui se présentent, ils sont armés. Et à notre niveau, nous avons essayé de concevoir une proposition de loi qui va permettre de pouvoir mettre fin à ces situations, et dans laquelle proposition de loi nous avons suggéré à ce que les cultivateurs soient dotés des armes à feu afin de pouvoir se défendre, pour que quand les ADF vont chaque fois pouvoir attaquer la population, que celle-ci soit à mesure de se défendre par elle-même, et cela va permettre que les ADF puissent réfléchir encore 6 fois avant d'attaquer les pauvres populations. Et dans notre proposition de loi, nous avons prévu des mesures d'accompagnement qui vont permettre que ces armes soient utilisées exclusivement dans le sens de défendre, de l'autodéfense de la population, de la défense légitime. Parce qu'on a essayé plusieurs moyens, mais sans suite favorable. Les gens continuent toujours à être massacrés à Beni. Actuellement, c'est dans les territoires de Lubero, et de l'autre côté à Nituri. Les gens sont toujours massacrés. Et ils sont massacrés aussi tous, que c'est dans des champs où ces gens sont massacrés, et ils sont retrouvés démunis des moyens de défense. Alors, si notre gouvernement pouvait, en tout cas, permettre que les agriculteurs puissent être dotés des armes à feu, cela va permettre, en tout cas, de diminuer sensiblement ces massacres, parce que les adversaires, ils auront aussi très peur. Les ADF Nalu auront aussi très peur de savoir que si jamais ils se permettaient d'attaquer la population, et aussi pourront aussi enregistrer des victimes parmi eux. Concrètement, qui va être doté? Donc ces armes-là seront distribuées à toute la population, ou soit il y aura des cibles? Parce que je crois que c'est danger donner à la population des armes comme ça. Vous-même, vous savez que dans la population, il y a plusieurs couches de gens. Alors, ceux qui avons étudié, ceux qui ont un moyen de scolarité, et puis, alors, bon, comment concrètement ça va chaque fois se passer si vous proposez ces stratégies-là? Bon, je pense que laisser la population sans défense est plus dangereux que donner à la population des armes à feu. C'est plus dangereux.
Là, nous sommes en train maintenant de parler du mécanisme, de comment on va le faire. On doit commencer d'abord du plus vulnérable. Voilà pourquoi dans notre proposition de loi, nous on a voulu qu'on commence d'abord par les cultivateurs, parce que ce sont eux les premières victimes des barbaries des ADF NALU. Et ces armes doivent être encadrées, c'est-à-dire on doit commencer d'abord par une formation à terme de patriotisme, parce qu'on ne peut pas distribuer des armes à des gens qui n'aiment pas leur pays. Il faut que les gens puissent savoir pourquoi ils détiennent ces armes, et cela va permettre que l'on puisse minimiser les nombres de victimes ou le fait que les armes soient utilisées pour d'autres fins. Mais aussi, après cela, il faudra maintenant une formation, comment on peut manier les armes, et après la distribution, et puis d'autres mesures d'encadrement, afin que ces armes soient vraiment encadrées, qu'on sache tel échange telle part, il a autant d'armes, autant de cartouches, il a eu autant d'attaques, il a utilisé autant, voilà. Et ça va nous permettre de pouvoir mettre fin à cette rébellion disons, à ce terrorisme qui est en train de faire souffrir la population. Merci, merci très cher politologue ou soit analyste politique Jean-Paul Soko. Nous allons donner aussi la parole à notre invité, monsieur Epikalungero. Nous sommes en train de parler de la situation sécuritaire de notre province, surtout de la province du Nord Kivu, avec l'activisme des ADF NALU, mais également la présence des M23. Alors commençons par l'M23. Que pensez-vous par rapport à ces rébellions alors? Vous pensez que quelle solution notre gouvernement peut mettre en place pour en finir complètement avec cette résurgence de l'insécurité avec les mêmes groupes, notamment les M23, parce que c'est depuis 2012 qu'ils sont en train de mener des actions dans notre province. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde qui nous suit de partout. Merci pour le partenaire Touambian TV. Merci, messieurs les journalistes. Je disais être Happy Kalunkero, le porte-parole du mouvement citoyen Génération Jeunesse Consciente, GG Kassigle. Merci pour ce plus beau gras sujet et merci de nous avoir invités dans cette émission de débat politique. Je voulais juste intervenir, juste à compléter mon confrère que je salue aussi, Jean-Paul Soko. Bienvenue, d'ailleurs j'ai dit merci beaucoup, c'est ma toute première fois de vous voir. Alors, question M23 et question ADF NALU. Je pense qu'il est très important. Comme Soko vient au moins d'en parler, ce n'est pas seulement 2012 ou quoi, ça fait 30 ans que le Rwanda lui-même, avec d'autres pays qui se cachent derrière le Rwanda, sont en train de mener des terreurs à la République démocratique du Congo. D'ailleurs, avant que je ne continue, laissez-moi te former qu'il ne faut jamais dissocier l'ADF NALU au M23. Ça revient aux mêmes choses. Le mode opératoire change, mais c'est le même plan. Et rien autre que la balkanisation. C'est nous tuer, nous créer une terreur, nous chasser de partout pour que nous puissions partir et venir déverser ou venir repeupler nos territoires afin que nous soyons juste esclaves. Et au finish, c'est continuer à nous tuer. Donc là maintenant, ça nous devons d'abord mettre ça à tête avant de continuer avec autre chose. Parce que quand on va parler M23 à côté, ADF à côté, non, c'est les différents modes opératoires, mais c'est la même personne avec une même vision. L'objectif, c'est conquérir ou balkaniser le pays. Je profite de rappeler qu'au Rwanda, si les 100%, les Hutus firent 74%, les Pygmées rwandais 1%, et les Tutsis 15%. Mais les 15% a si chancé les 75%. Et c'est la même chose qu'on veut nous imposer, qu'on veut faire chez nous pour que nous puissions aussi fuir nos terres, fuir nos partis ici pour qu'ils viennent récupérer notre terre, soit par annexion au Rwanda, soit par balkanisation. Alors, M23, c'est quoi? M23, c'est un mouvement rwandais tel qu'il a mis Jean-Paul Soko vient de le souligner. Et avec ces mêmes objectifs dont je viens de citer.
Et donc, maintenant, je ne peux plus parler de M23 parce qu'après les 30 ans, je suis natif de Lubero-Sidé. Je suis grandi à Kanyabayonga. Je connais ce qu'ont fait les Tutsis. À passer par les... après les RCD, vous prenez Rola Kounda avec SNDP, M23, F1C, M23D. Je vis ce qu'ils ont fait. C'est le même mode opératoire avec ADF-NALU. Ils sont de tuer les gens où on ne peut même pas comprendre. Et Fautis, excusez, et bébé qui vient de naître, si c'est un garçon, on va juste les faire éclater, les déchirer sur les macadam, sur le ciment dans l'hôpital. Et donc, les M23, il ne faut plus aller à gauche à droite. Nous avons ouvertement connu qu'est-ce que M23. C'est le Rwanda. Ce ne sont pas des Congolais qui... Moi, je dis que sont les Rwandais. Et quand ça devient les Rwandais qui utilisent certains Congolais mal intentionnés, c'est pour qu'ils sachent où passer. Et à ce point-là, j'appelle maintenant le gouvernement directement à voir le pourquoi de certains individus assoiffés, je ne sais pas, et satisfaits de leurs peut-être intérêts, coalisent avec ces gens. C'est pour voir peut-être la différence de les uns avec les autres, la différence sociale, salariale, et parmi aussi les causes de ces assoiffés qui partent voir, ils trouvent mieux d'aller vendre leur pays pour des promesses peut-être qui sont un peu fatales. Notre pays doit être géré d'une manière rationnelle et responsable. Je passe pour finir avec cette question barbarie rwandaise qui a de se répéter sous diverses formes. Il a fallu sensibiliser davantage le patriotisme. Et que ce patriotisme commence à la tête du pays. Parce qu'il ne suffit pas d'aller juste à sensibiliser à la population quand le gouvernement, les dirigeants ne sont pas motivés sur ça. Je pense que ça serait la toute première étape pour en finir. Parce que, pour preuve, il y a plus de 50 combien de généraux et colonels qui sont arrêtés maintenant parce qu'ils ont été traîtres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'amour de cette patrie. Et peut-être ils n'en ont pas parce que sont certaines personnes qui bénéficient à des faveurs des autres, aux intérêts du pays. Je pense que c'est la toute première personne que je dois appeler d'ailleurs tout le monde à cette occasion. Qui doit sensibiliser qui? C'est le rôle du gouvernement. Les gestionnaires du pays actuel doivent sensibiliser toutes les couches possibles de la population pour qu'ils comprennent le pourquoi de défendre tout le temps, d'aimer cette patrie comme nous n'avons qu'un seul Congo. Je dis un seul. Et donc nous devons l'aimer dans toutes ses formes. Et quand nous aurons l'amour envers ce pays, nous allons le défendre farouchement jusqu'au dernier goutte du sang. La seconde étape après sa civilisation, parce que je viens de vous présenter les traîtres qui ont été, c'est-à-dire ils portent seulement la casquette militaire par exemple, ou politicienne, parce qu'il y en a aussi des politiciens qui ont fait défection. Vous comprenez, des mouvements qui sont des nénètres, sauvons je ne sais pas quoi. On ne doit jamais sauver ce qu'on a enterré. Il faut sauver peut-être il faut du début, mais on ne doit pas enterrer pour épée après sauver. C'est épée aberrant. Et donc, toutes ces défections et autres, ça prouve que, en tout cas, les gens n'aiment pas encore ce pays. Et pourquoi ils n'aiment pas ce pays? C'est peut-être pour réseau d'intérêt. Je disais tantôt qu'on peut avoir celui qui a un niveau d'être payé $100,000 et puis on paye l'autre $30. C'est dire que le pays alors agresseur, le Rwanda, il se sert de ça. Donc, des petites malentendus entre nous Congolais, ils s'asserrent, ils utilisent contre leur propre patrie pour qu'ils trouvent des prétextes. Et donc, ça doit être vraiment la toute première étape. La seconde étape, c'est après que les gens sont bien conscientisés pour l'amour de ce pays, ils doivent maintenant être prêts à doter de moyens suffisants. Je dis moyens suffisants. Donc, au niveau militaire, il faut qu'il y ait des moyens, il faut que les intellectuels, la technologie, il faut que nous soyons aussi en mesure, parce qu'on peut engager juste une guerre, on a même des armes de dernière génération, alors qu'on ne sera pas en mesure de les manipuler. Et donc, sur tous les plans, les moyens doivent être aussi consacrés, préparés. Parce que pour battre aujourd'hui les pays agresseurs,
il ne faut pas venir encore tergiverser, venir les caresser. Sont déjà à battre. Est-ce que, monsieur Epi, il n'y a pas une crise de légitimité à l'intérieur, au sein de notre pays, qui pousse à ce qu'il y a des fictions, il y a des gens qui se rallient au mouvement rebelle, peut-être qui ne se sentent pas vraiment lésés avec les actions que mènent les gouvernements, tout en accusant le gouvernement de ne pas être légitime. Je me suis dit être un activiste, je ne suis pas un politicien. Et ici, je ne parle que la vraie version. Pour le second mandat ici, Félix Tshisekedi, l'actuel président, a été élu massivement. C'est-à-dire que c'est fié pour des raisons d'illégitimité ou quoi, là c'est un mensonge. À 2018, personne, si Soko va me contredire, je ne sais pas, là, il était illégitime. Mais à 2023, les élections, le président actuel l'a remporté. Et donc, dire que maintenant quelqu'un ira vers l'ennemi parce qu'il y a de l'illégitimité, là c'est un vrai mensonge. Et donc, il faut seulement que les gestionnaires ou l'actuel gouvernement gère bien son pouvoir, mais c'est légitime, c'est un gouvernement légitime. Ceux qui sont en train d'aller là, je sais, les autres, peut-être parce que leurs intérêts ont été touchés, ou ils ont entré en connivence avec l'ennemi parce qu'ils voulaient gérer aussi les hautes institutions de ces pays, mais ils n'ont pas abouti par peut-être les urnes. Ils cherchent à aller maintenant à se fier derrière l'ennemi pour venir peut-être passer à remporter par les armes. Et je pense non. Donc les M23, il faut appliquer les proverbes qu'a utilisé mon idole, je l'aime trop, Poutine. Quand il y a eu attentat à Russie, on a juste capturé ces gens-là et il n'y a pas eu pardon. Qu'est-ce qu'il a répondu aux journalistes? Il a dit, parce qu'on lui demandait s'il ne veut pas les pardonner, il a dit, moi et ces gens ici, nous serons pardonnés par Dieu. Donc mon rôle c'est les acheminer vers Dieu pour qu'il les pardonne. Je ne sais pas si nous comprenons bien. Oui. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas question de dialoguer avec M23, les caresser pour les ramener dans les institutions. Ils tuent les gens, non? Ils tuent les Congolais. D'ailleurs, si le temps est là, nous allons aussi parler de cette communauté internationale. Parce qu'apparemment, vous parlez de droit humanitaire international pour les uns, mais pour les autres, ce sont des bêtes. Ils meurent chaque jour, mais il n'y a pas d'application de ce droit humanitaire international. Et donc, les M23 sont à abattre complètement. Je prends aussi le Mkubwa Netanyahu, où Gaza a touché une petite partie, je dis une petite partie de l'Israël. Il a changé une grande partie de Gaza en poussière. Donc, on ne doit pas continuer à toucher ces pays. Vous imaginez 30 ans. Je suis de cette génération, je suis dans les 30-35, c'est de là que je suis. C'est-à-dire que depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je ne sais pas à l'ère de la paix. Et vous voulez qu'encore mes enfants reviennent dans cette même situation. Pour en finir où? Donc, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Donc, vous aussi, vous êtes pour l'option militaire? L'option militaire, c'est rien que... c'est la solution. Alors, moi, je ne dois pas aller à 80% tel que l'ami ou confrère Soko a parlé de 80% de l'option militaire. Je pense qu'il faut aller à 60% de l'option militaire. L'option militaire et 40% consacré à la diplomatie. Parce que quand nous soulignons la diplomatie, nous voyons qui collabore avec les Rwandais. Le Rwanda, sa superficie est plus petite que la province du Nord Kivu. Mais c'est le pays qui a agenouillé les 2 345 000 plus de kilomètres carrés pendant 30 ans. Plus de 30 ans d'ailleurs. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'ils ont si maîtrisé même la diplomatie. Ce sont les puissances-là qui soutenaient ces petits pays-là pour déstabiliser le pays, afin peut-être de les balkaniser et épuiser de ses ressources naturelles. Et donc, il faut maintenant que nous sachions que la diplomatie aussi a un grand
un rôle à jouer dans cette guerre. Exactement qu'il y a la première guerre, la seconde guerre, les tout finissent sur la table. Mais il faut finir sur la table en ayant toutes les forces. Quand on a le force possible, bon, on négocie sachant que l'adversaire est obligé d'accepter. Mais moi, je ne suis pas en tout cas prêt qu'on prenne encore les mouches ici de M23, qu'on a de manipuler comme ça pour massacrer les gens et puis les épargner. Ça, c'est question M23. On doit finir complètement sur tous les points. J'ai dit le plan diplomatique et le plan diplomatique. Donc, il faut qu'on finisse et que les gens sentent que nous sommes dans un beau pays, le plus beau pays du monde que Dieu a créé. Est-ce que le Congolais lui-même n'est pas malheur, n'est pas aussi complice de cette guerre qui vient de perdurer, parce qu'il y a des trahisons au niveau interne? Vous avez parlé même des infiltrations au sein de notre armée. Pensez-vous que si on s'attelle uniquement à l'option militaire et diplomatique et que l'on ignore des failles que nous en avons au niveau interne, ça ne va pas toujours produire les mêmes effets? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que c'est de là que j'ai commencé. J'ai commencé par la sensibilisation patriotique, l'éducation civique et patriotique. C'est là que j'ai commencé, oui. Parce que je savais que le peuple congolais, nous sommes d'abord ignorants, peut-être par souffrance ou chercher à beaucoup avoir à un seul coup, nous pousse aussi à coaliser avec l'ennemi pour détruire notre propre pays à sa faveur. Et donc, nous devons aimer et savoir que nous n'avons que la mère patrie, la RDC. Donc, après quitter le Congo et aller, on nous appellera soit exilés, soit réfugiés. Donc, quand vous quittez ce pays, vous n'allez pas, on ne te dira pas que tu es Ougandais, Congolais, Américain ou quoi. On te dira que c'est un Congolais qui est ici à fuite. Et donc, nous devons conserver notre territoire. Merci, monsieur Pikalungero. Monsieur Jean-Paul Soko, vous avez haut et fort soutenu l'option militaire. Pensez-vous qu'aujourd'hui, actuellement, notre gouvernement a des moyens, notre armée a des moyens pour faire face à cette guerre? Voilà, je crois que les FARDC ainsi que les Wazalendo ont vraiment assez de moyens pour mettre fin à cette guerre. Et ce qui compte le plus, c'est de voir comment maintenant mettre à place des moyens qui vont permettre à ce que notre armée puisse maximiser tout ce que nous avons comme potentiel. Par là du matériel, nous en avons. Nous avons des bombardiers, nous avons des drones qui sont en train d'ailleurs de faire malheur actuellement au M23. Et je crois que ce qu'on doit faire encore davantage, c'est être plus dur avec la justice. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et on doit aller très loin jusqu'à appliquer notre code pénal qui criminalise à la peine capitale la trahison. C'est-à-dire, on constate que quelqu'un est en train de travailler des mèches avec l'adversaire pour balkaniser la RDC. Il faut qu'il soit exécuté selon les codes pénals. Parce que ça existe déjà dans notre code pénal. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Mais aussi, s'il n'y a pas de justice, l'impunité va toujours s'éterniser. Voilà pourquoi moi je souhaite que tous les traîtres soient punis. Que nous puissions mettre à place une justice qui ne sera pas, en tout cas, corrompue, qui va être impitoyable, surtout avec l'histoire de la trahison. Vous trahissez les pays, votre place n'est pas en prison, votre place, c'est dans une tombe. C'est très clair. Et ce que j'ai dit, ce n'est pas du populisme, c'est déjà consacré même dans notre code pénal. Vous allez voir que la trahison est criminalisée et punissable de la peine capitale. Et donc, tous les généraux, tous les citoyens, tous les politiciens, tout le monde qui travaille des mèches avec la rébellion, tout le monde qui facilite la mort de beaucoup de gens, il faut qu'ils soient exécutés. On a tous vu comment Goma ne devrait pas se tromper. En principe, Goma ne devrait pas tomber. Mais l'infiltration nous a causé un sérieux problème. Donc ce qu'il faut pour l'instant, c'est dissuader ces gens, à commencer par les exécutions de tous ces gens qui sont en train de trahir notre nation. Pensez-vous que c'est facile de traquer les traîtres?
Parce que ça commence même au sommet de l'État. Ici récemment, vous avez vu un ancien diplomate itinérant à la présidence qui est parti rejoindre la rébellion. Vous pensez que vraiment c'est facile cette lutte? Bon, vous avez dit ancien collaborateur du chef de l'État, ça veut dire que c'est un ancien collaborateur du chef de l'État. Mais en matière de sécurité, il faut se méfier de tout le monde. Je crois que c'est ce qu'on doit savoir. Voilà pourquoi je salue même l'idée de l'instauration du Conseil national de la cybersécurité. C'est conseil qui est en train de nous aider parce que ça permet un peu de mettre la main sur les individus qui se servent des réseaux sociaux et bien d'autres événements qui se servent de leur portable pour pouvoir en fait mettre notre pays dans des situations qui sont tout à fait invivables. Je crois que tout est possible. Nous avons les moyens. Nous avons les conseils, comme je l'ai dit, national de la cybersécurité. Nous avons nos services de renseignement. Nous avons l'ANR. Nous avons les renseignements militaires. C'est-à-dire nous avons tous les moyens. Il dépend maintenant de nous de pouvoir mettre tous ces services-là en faveur de la sécurité de notre pays. Mais les moyens, nous en avons. Et d'ailleurs, démographiquement, nous sommes nombreux. J'ai parlé même de l'idée de Wazalendo. Vous voyez, au Congo, nous sommes à plus de 120 millions de personnes. C'est-à-dire, même si on pouvait faire sur papier des études très simples, face au Rwanda, il ne faudra même pas un jour pour pouvoir mettre fin à cette guerre, parce que nous sommes très nombreux. Alors, ce qu'il nous faut, c'est prendre conscience, éviter d'avoir peur de l'adversaire, dénicher exactement ces gens qui sont en train de trahir la patrie, mais aussi les punir sévèrement de la peine capitale comme l'exige notre code pénal. On ne doit pas avoir des textes qui ne doivent pas être d'application. Le plus important, c'est de prendre ces textes et les mettre en pratique. C'est-à-dire, ces gens-là qui massacrent, qui participent à ces mouvements, qui entretiennent une intelligence avec des mouvements qui veulent, en tout cas, raverser un pouvoir cautionnellement établi, doivent être arrêtés et punis selon le code pénal. Et je vous ai dit que notre code pénal stipule que ces gens doivent être punis de la peine capitale. Mais aussi, je crois que le M23 est en train de se tromper actuellement, croyant qu'il est très populaire. Et je dois dire qu'aujourd'hui, les Congolais, tous, ils sont vraiment pour la RDC. Ils sont pour la RDC. Et comme preuve, vous pouvez voir lors de la CAN ce qui s'est passé. Tout le monde s'identifie à la RDC. Je pense que avec autant d'exemples, on peut se rassurer que les Congolais aiment vraiment ce pays et aucune personne n'a l'idée de faire la balkanisation. Il n'y a-t-il pas une crise au sein des institutions, par exemple? Parce que beaucoup réclament la légitimité par rapport à la légitimité du régime actuel. Beaucoup ne se reconnaissent pas en ce régime parce que les problèmes doivent être traités d'abord en interne. Les acteurs politiques se mettent autour d'une même table pour réfléchir par rapport à toutes ces crises que notre pays traverse, notamment cette crise sécuritaire. Alors, pensez-vous que les dialogues internes, ça fait partie des solutions pour mettre complètement fin à ce que nous sommes en train de traverser à l'est du pays? Mais écoutez, on ne fait pas de la politique pour de l'argent. Les gens qui parlent de la crise institutionnelle, il n'y en a pas dans notre pays. Nous avons des grandes institutions, il y a la présidence, le gouvernement, le parlement. Je ne vois pas vraiment, en tout cas, de crise entre ces institutions. Les provinces fonctionnent bien, les entités territoriales décentralisées, et tout ça, ça fonctionne très bien. Et donc, je ne vois pas le pourquoi de se mettre à place, mis à part l'idée de se partager les gâteaux, malheureusement à des faveurs du peuple. Nous avons tous ces gens qui sont en train de revendiquer qu'il y ait dialogue, ils ont juste besoin de postes. C'est ce qu'ils veulent. Et malheureusement, pour eux, ils vont très loin. Jusqu'à en parler des dialogues au format où le M23 sera impliqué. Je pense qu'au stade actuel, on doit se préoccuper du social des Congolais. Mais nous n'allons pas nier qu'au sein des M23, il y a certains Congolais qui sont vraiment des traîtres, exactement, qui sont punis par le code pénal. Ces mouvements rwandais qui viennent s'aimer la mort dans notre pays, et certains Congolais traîtres, ils doivent venir et être punis selon la loi. Parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas espérer à une paix sans justice. C'est-à-dire, quand on parle de crise institutionnelle,
ça n'existe pas. Quand vous avez dit qu'il y a trop de Congolais, il n'y a pas trop de Congolais. C'est peu de Congolais qui ne s'identifient plus disons, à nos institutions. C'est peu de Congolais. Mais sinon, dans la majorité des cas, tout le monde soutient en fait nos institutions qui sont là-bas. Et on ne peut pas dire qu'il y a crise institutionnelle pour pouvoir crier, pour prendre des armes et commencer à tuer maintenant les pauvres citoyens. Et là, je suis en train de penser aux habitants de Goma et ceux d'ailleurs qui aujourd'hui sont en train de vivre dans une prison à ciel ouvert. Pourquoi? Parce que seulement ils n'ont pas de moyens de défense. Mais je tiens à leur dire que bientôt ils seront libérés. Et je crois que cette guerre sera en tout cas la toute dernière guerre que notre pays aura à connaître. Merci, M. Jean-Paul Soko. Vous nous suivez sur la chaîne Etouambiane TV. Si vous voulez entrer en contact avec nous dans ce débat, vous pouvez nous écrire sur nos numéros, notamment les 09 63 45 77 44. Nous allons redonner encore la parole à M. Happy Kalunguer, M. l'activiste Happy Kalunguer. Que pensez-vous de ceux-là qui disent que ça serait mieux qu'il y ait un dialogue au format congolais qui va rassembler tous les peuples congolais autour d'une même table afin qu'on puisse trouver des solutions, attaquer les Congolais en interne et puis se pencher sur la situation, la crise de l'insécurité? Merci pour cette question. Je pense que c'est très important de revenir tout petit peu à la question ADF Nalu, comme juste on n'en a pas parlé. Moi, je pense que je dois apporter ma petite pensée et contribution pour éradiquer la situation de l'ADF Nalu. Vous avez tout votre temps? Alors, ADF Nalu, il faut d'abord comprendre parce que les gens pensent qu'il y a ADF Nalu comme ça, c'est quelque chose. ADF Nalu est au Congo depuis 1986. Donc, dès la prise du pouvoir de Museveni en Ouganda, Idi Amin Dada a été juste ravi le pouvoir et il est venu au Congo avec ADF et Nalu comme leurs militaires. Et ça, ils sont juste entrés au pays. On les a imposé le feu et Mobutu. C'est la communauté internationale. Ils sont venus avec des armes. Alors, la même chose que même les FDLR sont venus au Congo sous ordre de la communauté internationale, parce qu'on dirait que même, je ne sais pas si la France était là présent pour faciliter l'entrée des rebelles. Ils étaient accueillis comme des réfugiés, pas comme des rebelles. Un réfugié ne peut jamais entrer au pays avec l'arme. Un réfugié venir avec arme sans nous. Donc ils sont venus, c'est leur propre petit mouvement rébellieux qu'ils voulaient toujours. Donc cette manigance commence de longtemps. Et avec la complicité de cette communauté internationale, à moins qu'elle change aujourd'hui. Et donc ADF Nalu est au pays. Depuis toutes ces années-là, ne causait pas encore de dégâts comme ça. Il a resté juste au pays, comme cultivateur dans les Moualika et dans le reste de la région et dans la province de l'Ituri. Alors, c'est juste ici en 2009 où Joseph Kabila a commencé à les poursuivre dans les Moualika et autres. Et c'est par perte de leurs effectifs qu'ils ont cherché à commencer à kidnapper d'autres personnes. Et puis les États islamistes, avec maintenant les Rwandais, se sont servis à via le pays. Ils ont compris que c'est aussi une force négative au pays, mais qui peut leur servir pour déstabiliser juste la RDC. Alors moi je pense que la contribution que je peux juste proposer au gouvernement actuel, c'est le local defense, sous le format que le frère Soko a parlé. C'est le local defense où dans chaque quantité, je dis bien chaque quantité, on doit avoir des personnes qui sont là avec des armes à feu et qui doivent attendre, être en alerte à tout le temps pour faire face à cet activisme. Je pense que nous avons encore proposé ça. Nous sommes aussi prêts parce que nous avons fait beaucoup de guerres. Parce que si l'autre portait des armes pour se battre, nos Wazalendo, nous sommes aussi aux Wazalendo sous d'autres formes. Oui, maintenant, c'est par patriotisme que nous sommes venus sur ce plateau. Est-ce que votre piste de solution là ne va pas créer d'autres problèmes? Parce que au-delà de votre proposition que vous proposez
de doter la population des armes, il y a des Ouazalendou qui ont déjà des armes. Qu'est-ce que ces Ouazalendou font avec ces armes? Bon, les Ouazalendou... Est-ce que vous ne pouvez pas confier cette mission-là aux Ouazalendou d'aller traquer peut-être les ADF dans la forêt? Parce qu'encore ajouter des armes, ça va créer des désordres. Si aujourd'hui nous parlons de qu'il faut le local defense, ceux qui les Ouazalendou ont été pris dans un format où ils sont venus, en tout cas, ils n'ont pas été préparés. Et permettez de dire qu'ils ne sont pas contrôlés. Parce qu'ils sont les... Est-ce que si vous demandez aujourd'hui au gouvernement, chaque groupe a combien d'éléments, chaque groupe a combien de munitions, combien d'armes, je te rassure qu'ils ont du mal à le dire. D'abord, pour moi, c'était mieux de faire le recyclage de nos Ouazalendou et maintenant on forme d'autres avec eux, la population, parce que les Ouazalendou, je prends par exemple celui qui est venu de Lubero aussi, de Kanyabayonga. Il ne connaît pas Moualika, il ne connaît pas. Donc il faut qu'il y ait les autochtones. C'est pourquoi j'appelle d'ailleurs chaque jour les populations de ces coins d'être toujours prêts de se battre même sans armes. Parce que si je te dis ça, c'est parce que je l'ai vécu avec les questions FDLR vers les années 2003, donc 2003 jusqu'à 2006 là-bas, voire même 2008. Dans le Lubero Sud, ce n'est pas l'armée loyaliste qui a conquis les FDLR. Les FDLR venaient de vers Miriki et autres, venir vers Kanyabayonga, Kirumba. Le vieux et la jeunesse se battaient contre, machette contre arme. Et je vous jure que les FDLR ont fui et ils ont laissé jusqu'à ce qu'ils ont été éradiqués partout parce qu'il n'y a plus sur le territoire congolais les FDLR. Ça, que ce monsieur-là de Paul Kagame n'avance plus ça comme prétexte qu'il y a encore des Hutus, FDLR sur notre sol. Et donc, nous devons chercher à contraindre les ADF-NAL militairement, mais aussi à mettre en première ligne les populations autochtones, parce qu'elles savent bien la douleur qu'ils traversent, elles savent bien les coins et les recoins de leurs entités où peut être ces ADF-NAL. Alors revenons à la question. Non, avant d'aller à une autre question, vous pensez que cette opération conjointe FARDC et PDF, donc selon vous, n'a pas apporté des résultats? Ça a échoué. Là, il ne faut pas aller de gauche à droite, ça a échoué. D'ailleurs, je vous dirais que mon constat, c'est que UPDF chassait les ADF à leurs frontières comme ils constituaient une menace. J'ai dit que c'est une rébellion rwandaise. Ougandais. Excusez, ougandaise alors, qui était là. Donc, ce sont les opposants armés du pouvoir. Du régime en Ouganda. Et donc, de toutes les façons, l'Ouganda viendrait en tout cas à chaud pour qu'on a finisse. Mais voici, depuis je ne sais pas combien d'années, ils sont en train de quitter exactement les frontières pour aller dans les faits faux du côté sud. Et donc je pense que l'opération Oussoudian, pour question ici, ADF a échoué. Là, je ne marche pas même. Donc il faut changer de stratégie. Oui, il faut changer de stratégie. Il faut que ça soit interne. Ok. Ah oui. Alors, la question... C'est par rapport à la situation... Au dialogue, vous parlez de gens qui parlent du dialogue, qu'il faut dialoguer. Moi, je pense que d'ailleurs, tous ces politiciens sont de mauvaise foi. Ils n'aiment pas ce peuple ici. Pourquoi? Tous ces politiciens n'aiment pas ce peuple ici. Et ils ne cherchent, dans ces dialogues-là, on ne cherche pas beaucoup d'autres choses. Mais moi, je pense... Il y a des acteurs de la société civile aussi qui ont appelé au dialogue, notamment... les confessions religieuses, la CENCO, les CC et l'autre. Franchement, ils n'aiment pas ce pays. Je pense que maintenant, l'heure n'est pas d'aller se mettre à Kinshasa, bousiller l'argent du contribuable pour l'organisation de ces dialogues. C'est simple, par patriotisme. Pourquoi ne pas opter que non, je quitte les M23, je rentre au pays où tous coalisons allons nous battre contre ce pays.
quand nous allons dialoguer, nous dialoguons sur quoi? Je pense qu'il fallait peut-être appeler à la coalition tous, avec les pouvoirs actuels, parce que j'ai dit que c'est légitime, avec des dérapages qu'il peut avoir ou autre, mais c'est légitime. L'important serait de coaliser par amour. Nous nous battons d'abord contre l'ennemi et que le pouvoir actuel respecte le délai constitutionnel afin que 2028 on organise les élections. On voit qui d'autre qui va gagner, qui va séduire le peuple et que le peuple leur donne mandat encore de 5 ans pour qu'une fois ils travaillent bien. Donc pour vous, il n'y a pas nécessité qu'au dialogue. Moi, je ne trouve pas l'importance du dialogue parce que je ne sais pas, on est à guerre, on est de mourir au dialogue sur base. Dire que c'est le dialogue qui va en finir la guerre, c'est un mensonge. Parce que ceux qui sont en train de faire cette guerre, et s'ils ne sont pas satisfaits dans ce dialogue, c'est dire que nous allons encore revenir sur la même chose. Et vous comprendrez que nous serons en train de bousiller le temps, que d'avancer la population, mon cher journaliste. La population meurt. Les gens meurent chaque jour. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il y a eu des morts aujourd'hui. Hier et après, les gens sont de mourir. C'est le sang. Quand les gens sont bien protégés, ils ont déjà des moyens. C'est d'ailleurs ce pays qui leur a donné tous ces moyens. Je te dis que beaucoup de ces gens-là qui réclament de tout ça, ils ont passé par les institutions. Ils n'avaient rien, absolument rien. Mais ils se sont déjà enrichis. Et ils disent, bon, faisons des dialogues. Quand il y a le peuple, aujourd'hui nous sommes en dessous. Ici chez nous, nous vivons en dessous de $1 par jour. Avec une famille de plus de 10 personnes. Et puis vous ne trouvez même pas, vous êtes en dessous de $1. Comment les nourrir? L'État serait de racheter. Serait à racheter afin que nous puissions nous battre. Chercher la solution durable à cette guerre. Ça passait par les dialogues. Parce que je te dis que les dialogues, on peut toujours y avoir des satisfactions. Parce que ça ne sera pas le tout premier dialogue, non? Il y en a déjà eu. Mais est-ce que ça limitait la guerre? J'appelle tout le monde, moi je pense que tout le monde serait appelé au bon sens, au bon raisonnement, au patriotisme, afin que nous puissions coaliser nos efforts, opposition, majorité. Quand nous sommes en guerre, il ne fallait pas qu'on tire encore les ficelles vertes. Non, nous sommes en guerre. Alors, tout le monde serait en alerte pour qu'on en finisse. Nous tendons vers la fin de notre émission. Alors, quelle chance vous donnez à la diplomatie, notamment avec les accords de Washington, il y a des accords de Doha, il y a même l'Union africaine qui est en train de lancer qui est sur terrain déjà pour consulter certaines personnes pour voir comment mettre fin complètement à cette situation de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Merci pour cette bonne question. Je pense que la diplomatie, je dois donner la chance si et seulement si la justice ou la bonne volonté régionale et internationale doit être là. À moins qu'ils sauront que c'est assez, ils ont soutenu, parce que je dis Dieu est de l'ADN congolais. Parce que ni t'étais Dieu, avec la complicité régionale et internationale, le Congo disparaîtrait. Donc c'est grâce à Dieu, le Dieu de nos ancêtres, qui continue à protéger notre territoire. Et donc, dire que la diplomatie régionale de Doha viendrait soulager le peuple, c'est un mensonge. Je dis à moins qu'il change de stratégie. Exactement comme Kagame les a flattés pendant trop longtemps. S'ils comprennent maintenant la vraie réalité, je dis bien s'ils comprennent la vraie réalité. Qui est laquelle? Qui est le territoire congolais est aux Congolais. Et donc, les Congolais vivent à paix, ils vivent en amour, ils collaborent. Les 450 tribus, les tout vivent au Congo sans problème. Parce que c'est la manipulation que Kagame utilisait. Et peut-être il les flattait, croyait ça. S'ils vont accepter de venir prendre nos minéraux dans les voies légales, parce que Kagame les ravitaillait, c'était leur ravitailleur. Donc ils doivent venir par le canal officiel qui est venu récupérer les minéraux chez nous. Je pense que ça peut venir
de bon sens, je peux accorder une chance une fois ces gens-là viendront avec la bonne volonté, le bon sens de laisser la légitimité aux Congolais. Parce que nous avons été sous-traités, manipulés. On ne veut pas que les Congolais évoluent de soi-même. Donc, au niveau régional, nous devons collaborer. Nous sommes des voisins. Nous devons vivre en paix, sachant que mes limites sont là. Je respecte les uns et les autres. Et Doha, quand ils partent collaborer, et quand ils appellent maintenant, on amène les M23 pour qu'ils reviennent peut-être demain les accorder certains avantages. En tout cas, je suis pas d'accord parce qu'ils vont le faire aujourd'hui. Mais lorsque ces intérêts seront encore touchés, parce que ça sera obligatoire. Donc, ce qui ira contraire à la patrie, ça sera toujours contré par le peuple lui-même ou par son beau dirigeant qui sera là. Et puis encore, ça va donner encore l'autre guerre. Merci, monsieur Epikalungero, pour vos analyses pertinentes. Alors, nous sommes presque vers la fin de notre émission. Nous allons passer aux pistes de solutions que vous allez proposer. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre complètement fin à cette situation? Parce que c'est une situation qui perdure. Ça fait de cela plus de 3 décennies, 30 ans que nous sommes en guerre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme piste de solution à notre gouvernement pour que l'on finisse complètement avec cette situation de sécurité? Monsieur Jean-Paul Soko, quelles sont les pistes de solution? Voilà, merci beaucoup. Je voulais tout d'abord dire à tous les amis congolais, à tous les compatriotes congolais, qu'aujourd'hui, adhérer dans un mouvement comme AFC-M23, c'est risquer sa vie. Et à tous les jeunes et vieux, parce que nous sommes en 2025. Il y a beaucoup de gens qui ont été sensibilisés par les M23, croyant qu'il y aura encore brassage, mixage et autre chose. Mais je tiens à leur dire que cela ne se tiendra plus jamais. Mais aussi, ils doivent savoir que nous sommes déjà en 2026. C'est-à-dire, vous adhérez dans ces mouvements, nous avons vos images et vous êtes considérés comme un excommunié de la patrie. Ça devient très problématique. Alors pour un jeune qui réfléchit, qui ne se laisse pas manipuler par les M23, parce que bientôt ils vont partir. Mais tous ces gens qui veulent rejoindre ces mouvements, où est-ce qu'ils partiront réellement? Ça fait aussi partie des pistes de solutions. C'est-à-dire... Et ces gens-là se réclament être congolais, ils ont des revendications. Mais imaginez, on est congolais, mais on tue les Congolais. Aujourd'hui, à Goma, on fouette les gens. La ville de Goma est devenue actuellement déserte de beaucoup de jeunes qui ont du courage. Parce que là, on ne parle pas. Une fois que vous parlez, vous êtes tué. L'exemple plus vivant, c'est notre très cher rappeur Idenko, qui a été abattu par les M23. Pourquoi? Parce que juste, il était en train de dénoncer ce qu'ils étaient en train de faire. Et tous les autres jeunes à Goma, ils vivent comme ça. Et là, quelqu'un dit qu'il va rejoindre les M23 juste pour rejoindre, pour dire qu'il va sauver la patrie, qu'il est congolais. Non, les Congolais qui rejoignent les M23, on doit vraiment l'avouer, ce sont des traîtres et ils doivent savoir que la loi est là. Vous posez des actes, bien sûr, mais la loi est là. Vous avez tué des gens. Les gens ont perdu leur vie à cause de vous. Ça devient très problématique. Alors, je crois parmi les pistes de solutions, on doit vraiment aussi apprendre aussi à sensibiliser les gens, à pouvoir prendre conscience et à ne pas se laisser manipuler par des messages d'espoir que l'M23 là, c'est via des réseaux sociaux. Parce que nous avons vu beaucoup de gens déserteurs d'abord qui disaient qu'ils ont été déçus. Une fois arrivés là-bas, ils ont constaté qu'on leur donnait des promesses, mais des promesses qui ne se réalisaient pas. Pourquoi? Parce que l'M23 actuellement n'a plus de moyens. L'M23 a constaté qu'il est à sans fin et il n'investit plus beaucoup de moyens dans ces éléments. Alors pour notre gouvernement, je crois qu'il est grand temps, comme je l'ai dit, et là je vais devoir récapituler, il est grand temps pour notre gouvernement de savoir que la guerre sera remportée. Nous allons vaincre cette guerre par les armes. Et notre capacité de défense seule a le pouvoir de nous accorder la victoire à 80%. Et pour le reste, on se concentre sur la diplomatie. Et à part là, la diplomatie, j'ai bien demandé que notre gouvernement abandonne le processus de Doha.
parce que le gouvernement rwandais, via l'ambassadeur rwandais aux États-Unis, a déjà confirmé que l'M23, c'est un mouvement rwandais. Et donc, inutile d'aller à Doha, parce que le processus de Doha considère l'M23 comme un mouvement congolais. Et du moment où le Rwanda a confirmé qu'il y a des liens entre lui et l'M23, nous, on ne peut plus continuer à considérer, à discuter avec ces mouvements qui ne fait que tuer notre population. Et autre chose que je dois dire à nos différents politiciens, c'est de penser d'abord au collectif avant de passer à ce qui est individuel. Aujourd'hui, les gens sont en train de revendiquer un dialogue, alors qu'on doit parler de dialogue quand il y a crise institutionnelle. Et au moment où on est en train de se parler, il n'y a pas de crise institutionnelle. Voilà pourquoi je demande à nos amis de pouvoir peut-être demander à ce que les chefs de l'État organisent un autre gouvernement d'union nationale, mais dire qu'on va faire un dialogue juste pour aller se partager des postes. Je crois que la population est fatiguée de tout ça. La population est fatiguée des dialogues qui vont avoir comme seul but de se partager les postes entre les politiciens. Je crois qu'il est grand temps de prendre conscience et de savoir que ce Congo ne sera sauvé que par nous et non personne d'autre. Alors, par rapport à la situation des ADF, que conseillez-vous à notre gouvernement, soit à notre population qui est victime chaque jour des exactions des ADF, notamment, vous savez, aujourd'hui, dans les territoires de Lubero, la population est en train de fuir. Alors, quelle piste de solution pourrez-vous donner à nos dirigeants ou soit à cette population victime? Voilà, au gouvernement, nous demandons tout d'abord de pouvoir mettre en place un mécanisme qui va faire en sorte que les populations locales puissent être dotées des armes à feu afin de pouvoir faire face à ces rebelles, à ces terroristes du M23. Parce que nous avons constaté que la plupart des gens qui sont massacrés dans les territoires de Beni et maintenant dans les territoires de Lubero, Anituri, les sont juste parce qu'ils n'ont pas de moyens de défense. Alors nous demandons à notre gouvernement de pouvoir donner des armes à la population civile, à commencer par les cultivateurs, parce que c'est eux qui sont les plus vulnérables de cette situation. Et cela sera accompagné, comme nous l'avons dit, surtout que nous avons conçu une proposition de loi qui va permettre que l'on puisse mettre en place des mécanismes d'encadrement en fait que ces armes soient utilisées uniquement pour défendre la rébellion, pour défendre nos champs, pour défendre notre terre. Et ici, je dois dire que si les gouvernements acceptaient de doter des armes à la population civile, les ADF NALU ne vont plus exister dans moins de 2 mois seulement. Parce que ça, c'est vraiment une solution magique. Les ADF NALU, ils auront aussi peur d'attaquer la population civile et on va voir comment l'économie de notre région va s'accroître. Et je dois rappeler que la province du Nord Kivu, notamment le Grand Nord, aujourd'hui, si on est riche, c'est grâce à l'agriculture, grâce au cacao. Et c'est pendant la grande saison, même pendant les petites saisons, que ces ADF viennent massacrer la population. Alors pendant ce temps, nous, on veut que nous soyons protégés, on veut que les cultivateurs soient protégés. Voilà pourquoi il faut qu'on leur distribue des armes à feu. Après, bien évidemment, une formation à patriotisme, mais aussi à maniement d'armes à feu. Et cela va dissuader notre adversaire. Comme cela, il viendra en sachant que la population est aussi armée dans les champs. Et cela va les dissuader. Il ne va plus continuer à massacrer la population. À ceux qui disent que cela va permettre que nous ayons beaucoup d'incidents, que les gens vont s'entretuer, je vais leur dire que le fait de ne pas armer la population est plus risqué qu'armer la population. Mais aussi, et il faut qu'on sache que le plus important de tout ça, c'est de choisir entre 2 mots. Et nous savons tous qu'entre 2 mots, il faut choisir le moindre mal. Et le moindre mal de tout ça, c'est armer la population civile. Et nous allons voir dans moins de 2 mois, il n'y aura plus histoire des ADF NALU. Donc, faudra-t-il dire que notre armée n'est pas capable de découdre avec les ADF? L'armée est capable de faire la guerre et de mettre fin à ce système ADF NALU. Mais il faut voir, parfois notre armée peut avoir de difficultés à sécuriser chaque maison, chaque champ. C'est ce que je suis en train de dire. Chaque village au même moment. Donc il faut que nous soyons aussi à mesure
de nous défendre par nous-mêmes dans les cas où les Ansaya venaient. Vous voyez, c'est une guerre asymétrique où l'adversaire n'est pas géolocalisable. Il procède par des embuscades, il tend des embuscades à nos populations, il rencontre les gens par surprise dans les champs, c'est-à-dire on ne peut pas savoir les géolocaliser. Et donc pour ce point-là, il faut maintenant l'attendre. Et en l'attendant, qu'est-ce que nous demandons à notre gouvernement? C'est de donner l'autorisation à ce que la population civile, surtout les cultivateurs, puissent avoir des armes afin de pouvoir se défendre lors de l'incursion des ADF NALU. Merci beaucoup, M. Jean-Paul Soko. Ça a été un honneur de vous recevoir dans cette émission. Rappelons que vous êtes parmi les jeunes analystes politiques et chercheurs de la ville de Butembo qui sont en train d'émerger dans ce domaine. En tout cas, courage et félicitations. Monsieur Pikalungero, vos pistes de solutions par rapport à cette situation de l'insécurité qui bat record dans la partie est de la République démocratique du Congo, surtout dans nos deux provinces, notamment la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, mais également aussi la province de l'Ituri, 3 provinces qui sont en insécurité permanente. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer à nos gouvernants, notamment l'équipe gouvernementale, ou soit à nos militaires, ou soit à la population qui est victime de cette situation de l'insécurité qui bat record? Merci beaucoup. Je proposerai que le gouvernement, notre gouvernement, laisse le populisme, laisse les aventures d'aller de gauche à droite. Je voudrais que le gouvernement passe tout droit au but et de laisser de dilapider l'argent dans des bars, dans des voyages et autres. Je pense que la solution est interne. Et c'est réformer notre armée, c'est motiver cette dernière, c'est prendre le courage de condamner les mal lorsqu'ils le font, donc la justice. Et c'est dans cette occasion où je profite de saluer l'idole incontournable, Maître Costa Moutamba, où il est en prison maintenant pour des raisons et d'autres qui n'est pas juste le sujet. Mais bon, en tout cas, je le salue tout en passant parce que ce bravoure, le courage qu'il voulait montrer quand il était à la tête du ministère de la Justice, franchement, ça montrait. Et d'ailleurs, pour preuve, ça diminuait sensiblement les taux de mortalité de la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna. Et donc, il faut investir, il faut qu'il sache que dès que vous commettez une erreur, surtout des trahisons et autres, il faut être écarté de cette nature, de cette patrie, où vous cherchez l'exil. Et donc, le gouvernement se concentrerait à donner aussi la valeur à toutes les couches sociales, dans le sens que l'armée, la personne qui se bat, à tout le temps, il est à face de la mort. Mais vous le faites sans francs, ils ne sont pas en fait motivés. Et donc je pense que le gouvernement se concentrerait à réorganiser l'armée, à les doter de moyens suffisants, mais aussi la motivation, tout en éliminant les traîtres. Je prends le côté population. Nous sommes dans l'obligation, la nécessité urgente de nous unir en une seule. Nous devons laisser nos différences. Maintenant, c'est un beau grand moment de nous concentrer à la défense de notre patrie. Sans seulement laisser la gestion ou la défense au gouverneur, sans laisser peut-être la gestion au général Mugisa, qui est l'actuel commandant des opérations, ou au gouverneur Somo Kakule. Non, c'est tous, nous devons unir nos forces. La population de l'Itour doit voir comment consolider les acquis afin que tous nous puissions nous battre, parce que la population contribue sensiblement à la guerre par des dénonciations, par des alertes. Et je pense que ça peut contribuer, parce que certaines armes, même les bandits, je prends par exemple les terroristes, voire même les M23, vous sentez que les réseaux sociaux circulent ici à Butembo. Il y a déjà les éléments des M23 qui font les renseignements.
Et pour preuve, vous avez vu les tenues qui ont été appréhendées à une agence de transport qui serait peut-être pour les M23, qui viendraient préparer des gens à Butembo. C'est-à-dire que la population doit se désolidariser de tous ces groupes rebelles. Les ADFNAL sont ravitaillés parfois par la population. Et donc, la population devons nous unir en une seule par l'amour de ces pays et coaliser nos efforts avec les gouvernants, donc gouverner, pour que nous puissions trouver solution à nos problèmes de l'insécurité qui vient de faire plus de milliers de morts. Merci, monsieur Hebi Kalungero, et je vous salue tous pour votre participation et j'en suis satisfait. En tout cas, nous tenons à féliciter notre mandataire, notre technicien Papa Lissanki qui nous a mis en onde et coordonné cette émission. À la présentation, j'ai été devant Mouvounga Floribert sur ce plateau. Dans cette émission Débat Acti, nous avons accueilli ensemble les co-débatteurs comme Hebi Kalungero, activiste du mouvement citoyen GEGEC, Génération Jeunesse Consciente, mais aussi Jean-Paul Soko, chercheur et analyste politique indépendant qui ont contribué suffisamment pour que nous puissions diffuser cette émission. Et je crois que ça vous a fait plaisir. Nous vous fixons un prochain rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao.